Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique. Malgré la crise sanitaire, nous continuons d'acheter et de vendre des maisons et des appartements. Ce qui coince aujourd'hui, c'est le déficit de l'offre dans les villes et notamment dans les grandes villes. Pas assez de logements à vendre ou en construction. Résultat, des prix qui grimpent et des acheteurs qui se replient sur les petites villes et sur les zones rurales. Un mouvement qui s'est accéléré avec le confinement et le télétravail. Les habitants veulent plus d'espace, des maisons, des jardins. Quelles conséquences assiste-t-on à un tournant dans l'aménagement du territoire? Avant d'en parler avec nos invités, voyez ce reportage d'Éléonore Duplay et de Thierry Poirier. Dernier étage de cet immeuble, un studio mansardé en centre-ville de Nantes. Un peu plus de 30 mètres carrés, que cet agent compte proposer 160 000 €. Il suffit de caler une demi-journée de visite pour trouver un ou deux, voire trois preneurs. Mais on a d'autres biens aussi de petite surface qui partent en une visite, même en visio. Le marché est tendu. Lorsqu'elle a pu quitter Paris pour revenir à Nantes, Stéphanie Montassier pensait d'abord louer un bien pour loger sa famille. Mission presque impossible. Le couple a finalement acheté, et dans l'urgence, 3 400 € du mètre carré. On a payé quasiment notre appartement à Nantes le même prix que notre appartement à Montreuil, pour une surface un tout petit peu plus grande, mais voilà, on n'a pas fait waouh le gap comme on pourrait s'imaginer dans des fantasmes complètement en fait irréalistes. Pour avoir plus grand ou avec un jardin, les acheteurs s'éloignent. Au Cellier par exemple, à 25 km du centre-ville de Nantes, avec une bonne desserte en train. À partir de 6h, 6h30 le matin, jusqu'à 9h30, vous avez un train à peu près toutes les demi-heures. Pour Nantes. Pour Nantes. Je travaille à la fois à Nantes et à Paris. Donc je me déplace souvent, mais je travaille essentiellement en télétravail. Et ensuite, je suis amenée à me déplacer assez régulièrement. Depuis 2 ans, les prix dans la commune ont grimpé d'environ 10%. Alors aujourd'hui, ça vaut entre 190 et 200 000 €. Je parle en net vendeur. 190 et 200 000 €. Il y a 2-3 ans, on était plutôt dans les 150 000. À ce prix-là, les futurs acquéreurs devront aussi tout rénover. Un budget estimé à environ 80 000 €. Le deuxième garage, là. Où allons-nous habiter? Comment allons-nous vivre? Pour en débattre, 3 invités, 2 sur ce plateau. Loïc Quentin, bonjour. Vous êtes le président de la Fédération nationale immobilière, la FNAIM. Laurent Devim, vous êtes professeur d'études urbaines à l'École d'architecture de Nantes. Bonjour. Et en duplex, Jean Viard, sociologue, directeur de recherche à Sciences Po Paris. Bonjour messieurs. Premier constat concernant le marché immobilier, c'est que les villes restent très attractives, notamment la métropole nantaise. Il suffit de regarder ces chiffres. 1 400 000 habitants en Loire-Atlantique, dont 45% dans l'agglomération nantaise et 25% vivent à Nantes. Loïc Quentin, Nantes est devenue une ville trop attractive, pas assez de logements? Ce n'est pas le cas unique de Nantes, je crois. Ce sont les 10 premières grandes agglomérations françaises dont l'aire urbaine est composée au moins de 700 000 habitants. Et Nantes n'y échappe pas. Oui, Nantes n'y échappe pas. C'est là où est concentrée, je dirais, toute la richesse, je dirais, avec à la fois un sol migratoire par une attractivité économique très forte et aussi un sol naturel avec une population jeune. Donc, d'où finalement un attrait très fort sur ces concentrations, sur ces points que sont comme Bordeaux, Nantes, Toulouse, Lyon, Lille, qui finalement... Et crise ou pas crise, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est quelque chose qui existe depuis 20 ans et ce phénomène de concentration des villes est un phénomène qui dure, mais qui commence à être remis en cause selon les observations récentes. Pas assez de logements, ça veut dire aussi des prix qui grimpent très vite, plus 9% à Nantes pour l'achat d'une maison ancienne, c'est l'augmentation pour l'année 2020, et jusqu'à 16% d'augmentation sur la ville d'Angers. Laurent Devim, cette augmentation, est-ce que ça exclut une partie de la population de plus en plus grande de ce marché de l'immobilier? C'est évident, et je rejoins le constat fait par M. Quentin. On a sur des villes, y compris Saint-Nazaire et Angers, et je trouve intéressant que vous ayez mis en avant ce fait qu'on a des conurbations de plus en plus, Nantes-Saint-Nazaire en l'occurrence, qui ont un fort pouvoir d'attraction, et c'est vrai au niveau du sol naturel, mais aussi sur ce phénomène Paris-Nantes-Saint-Nazaire, et on le voit dans votre reportage. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en effet, il est bien difficile aujourd'hui pour les 3/4 de la population de pouvoir... acheter quelque chose sur l'agglomération. Et donc, on a
un développement de l'urbain diffus, comme on l'appelle parfois, où on va trouver plutôt des catégories plus populaires. Un centre-ville qui est de plus en plus réservé à des gens qui ont un niveau de revenu assez élevé. À une certaine échelle, c'est vrai. Ensuite, si on regarde de plus près, je pense qu'il faut éviter les analyses trop rapides. On parlait de l'île de Nantes, on la voit en arrière-plan. L'île de Nantes est aussi, sur le faubourg, Petite-Biesse, Grande-Biesse, toujours un quartier populaire. La difficulté, c'est qu'on peut avoir des quartiers populaires assez délimités, et puis des logements haut de gamme. Et toute la difficulté, c'est de trouver du logement intermédiaire, en fait, dans les métropoles. Et c'est peut-être là que se jouent des enjeux aujourd'hui. Jean Viard, est-ce qu'on est en train de fabriquer des villes à plusieurs vitesses où la mixité sociale, finalement, elle ne se fait plus ou de plus en plus mal ? Le but premier d'une ville, c'est de créer de l'emploi et de la richesse. Parce que Nantes a fait un énorme travail pour être attractive avec le voyage à Nantes, avec le tramway, avec l'île de Nantes. Enfin bon, c'est une ville qui a fait un énorme effort parce qu'elle avait besoin de trouver un nouveau souffle économique après la fin de l'économie portuaire. Donc ça, c'est la question centrale. Et cette question centrale fait qu'en France, il y a une dizaine de métropoles qui sont pris dans qui sont les lieux essentiels de création de la richesse d'aujourd'hui. C'est ça qu'il faut dire. Il y a une métropolisation de l'économie, c'est-à-dire dans les endroits où la toile, on va dire, pour faire image, croise les universités, les chercheurs, les banquiers, les industriels, etc., il y a une activité de la création de richesse. Et ça veut dire que cette ville, elle se ferme à une partie de la population ? Ça veut dire d'abord qu'elle crée de l'emploi par milliers et que, si vous voulez, d'abord on crée beaucoup d'emplois, mais après, évidemment, du coup, il y a de plus en plus d'entreprises dans la ville parce que ce sont des entreprises du tertiaire qui sont dans la ville, qui sont autour du lieu unique, etc. Et donc, forcément, il y a une concurrence dans l'espace de la ville, bien entendu. Et donc, la question qui est posée, c'est quelles sont les politiques publiques qui permettent aux couches moyennes ou aux couches populaires de vivre dans ce territoire. Ne faisons pas un discours populiste contre la création de richesse parce que, quelque part, plus les prix montent, c'est un indicateur d'attractivité. Aussi, mais c'est aussi un indicateur d'exclusion. Donc la question, donc là, c'est aux politiques de pallier ce problème, c'est ce que vous dites. Non, ça dépend des politiques publiques, ça dépend des stratégies de transport. Parce que c'est pas forcément grave d'habiter un quart d'heure du centre de Nantes en train si on est bien desservi, si ça marche bien, s'il y a une bonne école, etc. Donc je veux dire, il faut pas non plus vouloir que tout le monde soit au même endroit, et surtout il faut pas non plus tuer ce développement des métropoles avec un discours un peu facile. Oui, les métropoles vont augmenter encore plus. Oui, effectivement, c'est là que se concentre la création de richesse, mais c'est pas forcément là où les gens ont envie d'habiter. Et moi, c'est ça qui me frappe. Vous prenez Paris, qui a perdu 59 000 habitants en 10 ans. En fait, Paris est évidemment le cœur moteur économique considérable, mais il y a de plus en plus de gens, et là, ça s'accélère en ce moment. Au fond, ils ont envie d'aller à Paris 2 fois par semaine, et puis d'habiter à Tours. On va y venir. Je voulais d'abord voir au niveau de la région. Loïc Quentin, les grandes villes sont trop chères. Vous dites qu'on assiste à la revanche des villes moyennes. Ça veut dire quoi, la revanche des villes moyennes ? La revanche des villes moyennes, parce que, c'est vrai, on prend le marché de Nantes. J'ai toujours dit que le marché de Nantes était un marché d'exception qui conduisait à l'exclusion. Et c'est vrai, parce que le développement de l'immobilier est exceptionnel, parce qu'il se fonde, je dirais, sur une rareté, en quelque sorte. Et tout le monde ne peut pas se loger. On voit une population de locataires qui est finalement grossit parce qu'on ne peut plus accéder à la propriété. On a une paupérisation de l'accession. A contrario, des villes moyennes qui sont situées et qui deviennent attractives de par la nouvelle situation, et finalement connaissent un grain de popularité, un gain de croissance. Jean Viard parlait tout à l'heure de l'aire urbaine de Paris. L'aire urbaine de Paris, quand on regarde le dernier recensement de l'INSEE, le solde migratoire de Paris, 0,5% de la population parisienne quitte l'aire urbaine de Paris. Ça veut dire qu'on remet en cause la métropolisation parce qu'on n'a pas su accompagner le parcours résidentiel. Et ça profite à des villes moyennes. Bien évidemment. Alors, les villes moyennes, qui sont-elles ? Orléans, on est à 55 minutes en TGV. Vous prenez Laval, 55 minutes en TGV depuis Paris. Vous travaillez à 4 stations de métro de Paris-Montparnasse. Vous arrivez à Laval où l'immobilier est 5 fois moins cher. Ça, c'est marginal ou c'est vraiment en train de se développer ? C'est un phénomène qui est en train de se développer et on le voit sur les prix. Même une ville comme Poitiers, qui est encore plus loin, qui avait connu une stabilité équité, qui était boudée par beaucoup de ménages, et aujourd'hui a repris 16 à 17% en l'espace de 2 ans. Revanche des territoires, c'est celle-ci. Ces villes moyennes, elles veulent attirer, elles ont d'ailleurs des stratégies de communication. C'est le cas notamment de La Roche-sur-Yon, qui a fait une campagne de communication dans le métro avec des formules choc, on le voit sur ces images. Marre du béton, soif de nouveaux horizons. Paris perd des habitants, on l'a dit. La Roche-sur-Yon est en train de se développer avec ses nouveaux habitants, Laurent Devime ? Bon, elle est intéressante, cette campagne, quand on analyse les signes de ce marketing territorial. Ce qui est assez cocasse, tout compte fait, c'est que des villes moyennes reprennent cette rhétorique de l'attractivité.
quitte à jouer sur une petite musique urbanophobe qu'on entend beaucoup en France. Donc on pourrait questionner ces politiques. Est-ce qu'on a encore besoin de... C'est quoi la petite musique urbanophobe? Ça veut dire quoi? Cette petite musique, c'est qu'on entend en France notamment, régulièrement, et on le voit notamment au niveau politique, l'enjeu d'une forte présence idéologique de tout ce qui va toucher à la ruralité, ou de ce qui serait la bonne taille, la petite ville qui combinerait tous les mérites, à l'inverse des métropoles. Et aujourd'hui, est-ce que c'est pas plus intéressant d'habiter effectivement La Roche-sur-Yon que Paris dans le contexte actuel? Alors, je suis d'accord sur Paris, et je pense que Jean Viard l'a bien pointé. Il y a une vraie spécificité de la métropole parisienne, comme londonienne. On l'a vu, Brexit aidant, avec une fuite de la population. Et cette campagne de communication, ça peut attirer des Parisiens? Moi, je suis assez... Je suis assez en doute en fait sur cette question, d'autant que c'est des recettes éculées en fait. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, les métropoles moyennes comme Nantes, etc., étaient dans ce... L'effet Côte-Ouest, on s'en souvient, ça avait attiré des gens quand même, des habitants. Et puis c'était tout de même plus subtil que Montpellier-la-Surdouée ou Clermont pôle position. Et je crois que les territoires sont attractifs à la condition qu'on ait des moyens de transport adaptés. Quand on pourra rejoindre Paris-La Roche-sur-Yon à la même vitesse que Paris-Laval, on aura tout gagné. En réalité, c'est pas le cas. On n'a même pas de ligne LGV entre Paris et Nantes. Donc l'attractivité des territoires, elle est aussi, je dirais, pondérée par l'attractivité des moyens de transport et finalement et la vitesse finalement de déplacement. Et ça, c'est un enjeu d'aménagement du territoire. Jean Viard, vous êtes d'accord? Est-ce qu'une campagne de communication comme celle qu'on vient de voir, ça fait venir les Parisiens à La Roche-sur-Yon? Ça y participe ou pas? Il y a deux processus en ce moment. Il y a ce qu'on appelle la ville un quart d'heure, en gros la culture du local. Et puis de l'autre côté, je dirais, il y a le territoire à 1 heure. C'est-à-dire, en gros, où est-ce qu'on peut en 1 heure aller au cœur actif des grandes métropoles? C'est un peu les deux logiques, si vous voulez. Alors, si on n'est pas à 1 heure de la métropole, vous avez bien cité Orléans, Tours marche très bien pour l'ensemble de Paris, mais moi qui habite en Provence, on a Alors, La Roche-sur-Yon, c'est 3 heures de Paris. Oui, mais c'est ça. Oui, mais il n'y a pas que Paris dans le monde. Ça dépend, si vous voulez, où les gens sont, où est-ce qu'après ils vont travailler par rapport à Nantes, par rapport à Bordeaux, etc. Donc, si vous voulez, tout le monde se représente dans l'histoire. Je ne pense pas que ça déplace énormément de monde, ce genre de campagne. Mais si vous voulez, ça produit de la fierté urbaine. Il faut bien comprendre aussi qu'on a tellement dit aux gens depuis quelques années que la seule avenir, c'est d'habiter en ville, de faire du vélo. On a bien vu la révolte des Gilets jaunes. Il y a quand même presque 60%, plus de 60% des Français qui habitent dans la maison avec jardin. Donc, si vous voulez, on a fait une espèce d'idéologie urbano-bicyclette que je comprends très bien en termes écologiques, je ne la critique pas, mais qui exclut la majorité des Français. Donc quand on valorise le territoire, on est à nouveau désiré, il y a des gens. Donc si vous voulez, c'est quasiment de la communication pour l'habitant en fait. Il ne faut pas se tromper complètement d'objectif. Il faut valoriser l'habitant, c'est la première chose pour attirer éventuellement de nouvelles activités. Alors la demande, elle est claire, de plus en plus d'espace. Elle s'est accélérée avec la crise du Covid, on l'a dit. On va regarder cette étude qui a été réalisée par le site PAPS, c'est le site immobilier de particulier à particulier. Ils ont passé au crible les recherches de maisons. Cette recherche, elle a baissé d'à peu près 7% dans les grandes villes pendant l'année 2020 et elle a augmenté de plus de 10% dans les petites villes et dans les zones rurales au cours de l'année 2020. Loïc Quentin, la maison avec un jardin, c'est la demande de plus en plus forte qu'on peut relier directement au confinement et au télétravail? Oui, je crois que la crise sanitaire a amené des nouveaux comportements et une prise de conscience comme sur la concentration urbaine et la concentration effectivement du travail. Et notamment, je crois qu'aussi que le télétravail a été aussi un élément détonateur d'une prise de conscience chez beaucoup de ménages et qui a impacté et transformer et modifier la demande des ménages en immobilier. Et vous le voyez concrètement? Oui, on l'a vu. Alors, pendant la crise du Covid, il y a tellement eu de consultations, le premier confinement sur les sites, sur la recherche de maisons, quelqu'un qui est confiné dans un espace extrêmement restreint. Il rêve d'espace. Il a rêvé d'espace, voilà. Alors, il s'est transposé. Les recherches ont repris après le premier confinement et puis ensuite, elles se sont concrétisées ou les projets d'avant et de nouveaux projets qui sont arrivés. Voilà, c'est une tendance. D'où la raison, une ville comme Orléans qui a connu un dynamisme. Et on se pose la question, quand on peut être 2 jours en télétravail, 3 jours effectivement sur le site de l'entreprise, on peut se dire, est-ce qu'on peut, faire l'effort de se déplacer pendant 3 jours, même si on a 1h30 de déplacement matin et soir, pour avoir un mieux vivre au quotidien? Laurent Deville, cet espace, on va le chercher là où c'est moins cher. Vous avez travaillé sur le cadre du Pays de Ré, par exemple, vous avez étudié avec vos élèves. Autrefois, un territoire délaissé, on va le voir, le Pays de Ré, c'est entre la métropole nantaise et le littoral. Et aujourd'hui, un regain d'attractivité. Pour quelles raisons? Exactement. Alors c'est vrai qu'il y a des territoires intéressants à regarder, qui sont aux confins de la métropole, qui sont dans le rétro-littoral, comme disent parfois les géographes, et qui ont longtemps fonctionné en arrière-pays de la métropole, plutôt les lieux les plus accessibles de la grande région.
Et clairement, là, que ce soit sur Sainte-Pazanne, on peut donner des exemples, ou d'autres communes, on commence à avoir une lecture du territoire qui s'inverse. C'est-à-dire que ça, c'était des changements anthropologiques qui sont intéressants à suivre. Et on le verra peut-être aussi sur ce qui concerne le littoral. On ne regarde plus ces territoires de la même manière. Et puis, le Pays de Ré, on se dit, on rejoint ce que disait M. Quentin. Le Pays de Ré, il est à 20 minutes, 30 minutes, 35 minutes de la métropole. Il est à 20 minutes du littoral, tout dépend de quelle commune on regarde. Et puis si on regarde des phénomènes un peu macro comme le vieillissement de la population, l'héliotropisme qui continue, c'est-à-dire cette idée de rechercher le soleil et le littoral, plus une épargne qui, depuis un an, a été un peu capturée, entre guillemets, vers où va-t-elle se réinvestir ? Probablement vers des lieux qui sont auxquels on n'aurait pas songé il y a 20 ans ou 30 ans. Donc on achète là où on n'achetait pas il y a 30 ans, c'est-à-dire dans le Pays de Ré. Alors nul n'est prophète, on va voir. On commence en tout cas. On va voir jusqu'où ça peut mener, mais en tout cas il me semble que si on regarde effectivement des signaux émergents comme le site PAP, comme d'autres plateformes, on commence à voir que des biens deviennent regardés au-delà des fameuses villes littorales et balnéaires dont on parlait il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est un nouveau cycle peut-être qui est en train de s'ouvrir. Jean Viard, le confinement, le télétravail, ça nous a obligés à repenser notre rapport à la ville, à notre espace ? D'après les études de l'IFOP, il y a 4,5 millions de Français qui envisagent de changer de vie. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, changer de vie. Ça peut être divorcer, changer de métier, déménager, etc. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une vague de bouleversement dans la société. Et ces vagues se développent sur des traits qui étaient déjà là, quoi. Et donc, si vous voulez effectivement l'idée d'avoir une maison avec jardin, c'est le rêve des Français, c'est un sentiment, mais ça veut dire aussi qu'ils veulent un bon lycée, et ça veut dire aussi qu'ils veulent une commune qui ait de l'identité. Si vous voulez, c'est la grosse différence avec, j'allais dire, la France des Gilets jaunes qu'on a vu jaillir il y a 2 ans, où c'était essentiellement des gens qui avaient acheté dans des lotissements en fonction du prix du terrain, et qui au fond est de la distance à la ville. Alors, il y a aussi des ruraux qui étaient allés travailler en ville. Mais donc leur lieu, c'était le rond-point, c'était pas la commune. Et donc ils n'avaient pas la fierté de l'identité communale. Là, ces populations qui se déplacent, ce sont des gens qui partent en vacances, qui ont une culture touristique, et donc quelque part ils veulent que l'image les attire. C'est-à-dire ça qui a fait la force de Nantes. Si vous prenez Nantes sur 50 ans, regardez comme elle a joué ce jeu-là. Maintenant, il y en a d'autres qui vont avoir la même chose, qui a la fierté de dire j'habite dans le Pays de Ré, j'habite à tel endroit, et c'est très important. Ça définit l'identité de ces populations. Donc tout ça fait qu'ils choisissent des communes parce qu'elles ont du patrimoine et parce qu'elles ont des bons lycées. N'oublions jamais l'importance de l'éducation. Loïc Quentin, la Chambre des notaires de la Sarthe a réalisé elle aussi une étude pour l'année 2020 et elle dit que les Parisiens sont de plus en plus nombreux à acheter et même qu'ils supplantent les Anglais. Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Je crois que c'est un espace de liberté, un espace de vivre, un espace où il fait bon vivre. Je crois qu'on peut être parisien et rêver d'une petite maison à la campagne qui est d'un accès rapide, ou voire même en tant que résidence secondaire ou en tant que résidence principale. Je crois que la Sarthe fait partie des endroits accessibles rapidement par le TGV parce que les moyennes distances sont courts. Je crois que ça fait partie des nouvelles tendances observées et c'est ce qui m'amène à dire que les territoires se réveillent. Et des territoires hier qui étaient endormis sont en train de se réveiller. Là où Paris perd de l'attractivité, les grandes villes, les grandes agglomérations de plus de 700 000 habitants conservent encore leur attractivité, mais sont rattrapées par de petites agglomérations de plus de 50 000 habitants qui affichent un nouveau dynamisme et de nouvelles populations. Quand on regarde la natalité, elle est plus forte dans ces territoires que dans d'autres. Vous parliez de la Vendée tout à l'heure. La Vendée est un des premiers départements où finalement, quand on compare le sol migratoire et le sol naturel, il y a effectivement plus de décès que de naissances en Vendée, c'est-à-dire un territoire qui vieillit. Je me poserai la question sur La Roche-sur-Yon. Il faut effectivement faire revivre ces territoires pour les rendre attractifs et avoir de l'attractivité économique pour avoir un taux de natalité élevé. Alors sur cette question, je vous propose d'écouter le maire des Sables d'Olonne, Yannick Moreau. Il tire la sonnette d'alarme, lui, carrément. On l'écoute. La ville des Sables n'a pas vocation à être la ville de la côte atlantique qui accueille tous ceux qui veulent habiter en bord de mer. Ce qui nous importe à nous, les élus, c'est de veiller aux équilibres entre l'habitat permanent, l'habitat secondaire, entre les personnes retraitées qui constituent la majorité de ceux qui viennent habiter aux Sables d'Olonne et les jeunes familles qui ont besoin de pouvoir s'installer, se loger, acheter une maison au Sables d'Olonne. Donc on est plus dans une logique d'auto-limitation, d'auto-régulation que dans une logique d'ouverture des vannes à la croissance démographique, parce que cette croissance-là, elle a déséquilibré la ville et dévitalisé aussi la ville. Jean Viard, vous comprenez cette réaction du maire des Sables d'Olonne qui dit il faut réguler, en gros j'ai trop de résidences secondaires, trop de retraités, je veux garder du foncier pour mes habitants, pour la population active ?
Oui, je lui ai dit il faut investir dans le coworking, dans les tiers-lieux, dans les transports rapides, dans l'éducation. C'est-à-dire que je veux dire, si on veut attirer de l'économie, il faut avoir des raisons qu'une économie vienne se mettre là, si vous voulez. Donc j'en comprends bien ce qu'il dit sur les équilibres, on sait bien. Mais en vérité, si vous voulez, on habite où on veut. On est dans un espace démocratique, chacun peut aller où il veut. Donc, si vous voulez, ça, c'est le principe de base. Et en même temps, je sais très bien qu'il y a des endroits, en ce moment, où les gens ont envie de fermer la porte, comme on dit. Vous savez, moi, j'habite en Provence, ça fait longtemps que dans plein de communes, on dit il y a trop de gens, etc. Mais celui qui vous dit ça, souvent, il est là depuis 6 mois. Donc, ce processus-là, quand un territoire se développe, effectivement, il faut le réguler. Mais il faut le réguler avec un esprit de se dire comment je mets un moteur. C'est pas le fait d'interdire qui est vraiment intéressant, c'est comment je mets un moteur pour qu'il y ait des habitants permanents qui viennent là pour créer de la richesse. À ce moment-là, il y a un effet de recul des résidences secondaires. Sinon, il n'y a pas d'effet de recul parce qu'il y a des retraités qui vont arriver. Et n'oubliez jamais que 2 retraités, à peu près, c'est un emploi. Laurent Devim, l'apport d'habitants, comme le dit le maire des Sables-d'Olonne, ça peut dévitaliser une ville. Il va jusque-là dans sa réflexion. Oui, mais je rejoins Jean Viard, en effet, d'une part sur le fait que dans certains territoires, c'est une forme de malthusianisme. Maintenant qu'on est là, on y reste et puis on ferme les portes. Ce que je trouve intéressant... C'est ce qu'on retrouve aussi dans les métropoles, finalement. On est là, les gens qui ne veulent pas que la métropole s'étende, c'est aussi cette même réflexion de dire on est là. Dans certains cas, c'est ça. C'est-à-dire que le participatif, parfois, se traduit aussi sur un mode du maintenant, on ne prend plus en charge tout cet écosystème que sont les métropoles dans leur rapport au reste du pays. Et puis, on parlait des Sables-d'Olonne, mais visiblement, ce qui se joue depuis 1 an aussi dans une commune comme La Baule, profil un peu similaire, c'est aussi de brouiller cette identité d'une commune qui serait strictement balnéaire avec des résidences secondaires. Et il me semble, c'était le Monde qui en parlait, que le maire était confronté à de nouveaux phénomènes, comme des gens qui demandent des rouvertures d'écoles. Et on rejoint du coup le point que Jean Viard évoquait, c'est que tout à coup, on va peut-être retrouver une variété plus grande que la caricature d'une commune balnéaire littorale uniquement ciblée de résidences secondaires. Donc l'autre point qu'on peut aborder, c'est qu'on parlait de mutation tout à l'heure, c'est aussi une mutation du langage. La résidence secondaire, oui, mais comment est-ce qu'on appelle cette maison dans laquelle on habiterait la moitié du temps, une deuxième résidence principale? Ou alors, dans les métropoles, on a longtemps parlé des moteurs économiques en construisant de l'immobilier de bureau. L'immobilier de bureau aujourd'hui, on ne sait plus bien ce que ça peut vouloir dire. Et est-ce qu'il faut investir dans du bureau en blanc? Non. Et c'est pour l'arrêt. C'est quoi le bureau en blanc? Le bureau en blanc, c'est celui pour lequel vous ne savez pas exactement qui va l'habiter, qui va l'occuper. Et donc, vous vendez du bureau, vous vendez du mètre carré. Et là, on rejoint une tendance qu'a abordée Jean Viard, qui est celle d'autres lieux, le coworking, des tiers-lieux, des espaces dans lesquels on ne fait pas que travailler. Jean Viard, c'est la fin des résidences secondaires? Non, mais ne soyons jamais caricaturaux, ça dépend où. Moi, vous voyez, les résidences secondaires à Paris, on les aurait interdites comme à Amsterdam, ça me réjouirait. Parce qu'il y en a 130 000 et on n'arrête pas de taper sur d'autres types de logements. Je trouve que dans les grandes métropoles, les résidences secondaires pourraient ne pas exister. Parce que ça fait que ça vide la ville. Je ne vois pas pourquoi on ne le dit pas. Non, ce qui est surtout la naissance du deuxième bureau, si vous voulez. Et ça me semble important. Je pense que de plus en plus de gens auront 2 lieux. On le voyait depuis un moment, y compris d'ailleurs dans les demandes de construction, y compris des résidences secondaires, disant oui, faites-moi quand même un coin bureau. Y compris pourquoi? Parce que le dimanche après-midi, monsieur était sur son ordinateur à préparer sa rentrée du lundi. En général, madame faisait les devoirs. C'est pour ça, quand elle arrive le lundi matin, elle n'a pas préparé sa semaine. Donc, ça a aidé aussi au pouvoir des hommes dans les entreprises. Mais si vous voulez, c'est ça. Allons vers le deuxième bureau pour peut-être 40% de la population. Mais c'est très important, y compris en termes écologiques, parce que ça veut dire des gens qui vont peut-être aller moins souvent dans la ville. Après, il y a d'autres gens qui ne pourront pas être en deuxième bureau. Et eux, la question, c'est comment on rapproche la distance domicile-travail, ce qui est un autre sujet. Mais les 2 sujets sont imbriqués. Il ne faut pas les opposer. Loïc Quentin, vous pensez, vous, qu'on est dans une nouvelle phase de l'aménagement du territoire et finalement qu'on va revitaliser certains territoires et rééquilibrer les grandes villes, les plus petites, le littoral, l'arrière-pays? Vous faites bien de parler d'aménagement du territoire. Parce que c'est une mission politique, je crois que l'aménagement du territoire ne appartient plus au langage politique. On n'a plus de ministre de l'aménagement du territoire depuis longtemps. Ça ne fait pas partie effectivement des priorités et finalement l'aménagement du territoire, on le subit. Quand on voit ces développements de population, les populations s'adaptent. Les parcours résidentiels des ménages s'adaptent effectivement à l'insuffisance des décisions et des grandes orientations politiques. L'équilibrage des territoires... Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut effectivement un grand ministre de l'aménagement du territoire et une reprise localisée. Qui dit quoi? Qui dit je mets de l'activité économique dans cette ville-là et une décentralisation.
Quand je parle d'un marché d'exception qui conduit à l'exclusion, le problème finalement du développement des marchés sur les grandes agglomérations relève de la politique urbaine qui va être conduite. Il faut une politique foncière. Moi, quand j'entends aujourd'hui le projet climat et de loi climat et résilience qui fait 0 artificialisation nette, il faut reconstruire dans les zones pavillonnaires pour pouvoir avoir de l'habitat, je me pose des questions de qui va pouvoir acheter demain ou où les ménages se logeront. Donc c'est une vraie question sociétale et qu'il faut poser, ça fait partie du débat politique. Rapidement, il nous reste peu de temps. Laurent Devime. Je rejoins cette idée, en tout cas, de l'aménagement du territoire qui a cette vocation, en effet, alors qu'il ne s'agit pas non plus de traduire comme une zone, un espace, une destination. Je pense qu'il faut aussi gagner en souplesse sur comment on articule plus finement, on le disait tout à l'heure, les résidences, les espaces de circulation. Ce n'est pas forcément que du transport collectif, c'est de l'intermodalité. Et on voit bien aujourd'hui qu'on peut être beaucoup plus souple dans ce que certains appellent l'interterritorialité. Et je dirais que ce n'est donc pas les métropoles contre les petites villes. Certains disaient les grandes métropoles, vous les aimez ou vous les quittez. Pas du tout. Et je pense qu'on ne va pas avoir des métropoles qui vont perdre des habitants, hormis la région parisienne. Mais vous croyez à un rééquilibrage ? Mais en tout cas, oui, une forme de rééquilibrage. Ça n'est pas Paris et le désert français de Jean-François Gravier de 1946. Mais en tout cas, je rejoindrai aussi assez volontiers cette idée que la décentralisation peut aussi permettre, faisons davantage confiance aux acteurs locaux pour leur capacité à s'organiser à l'échelle des métropoles et des régions urbaines, celle de Nantes-Saint-Nazaire par exemple. Selon vous, Jean Viard, les rôles sont en train de s'inverser. La campagne, ça pourrait devenir le lieu de vie et la ville, le lieu des loisirs, le lieu de la villégiature. Si vous voulez, il y a 70% du territoire français, c'est encore des fermes et des forêts et des rivages. Donc c'est pour ça qu'on va dire la campagne. Il y a un territoire qui marche pas mal d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle la campagne, où il y a des paysans. C'est là où il y a l'essentiel des ouvriers et des usines. Bon, c'est ce territoire-là. Après, il y a effectivement ces métropoles. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la ville qui est à 1 heure. Et moi, je pense qu'effectivement, il faut plus d'aménagement du territoire, et notamment fait par les régions. C'est-à-dire que le pouvoir régional, parce que les gens, c'est pas communal. On voit bien que là, on n'est pas communal, on se déplace. En moyenne, les Français font 60 km par jour et par Français. Donc, on n'arrête pas de franchir pour aller au travail et pour en revenir, c'est ça ? Oui, mais pour aller au spectacle, pour aller faire des cours, pour amener les enfants à l'école. Donc, si vous voulez, du coup, on est géré en silo par un empilement de communautés locales qui, effectivement, ne gère pas la question d'une société horizontale où les gens se déplacent. Et donc, la question, c'est comment on passe de ce silo vertical qui est la décentralisation française, qui a été très positive, mais qui a une politique beaucoup plus horizontale, en tout cas à l'intérieur des territoires des régions. Et là, il y a un enjeu absolument majeur, y compris parce que sinon, il ne faut pas oublier que les déplacements, c'est aussi ça qui crée de l'égalité. Donc, si on veut limiter les déplacements, il faut d'autres modèles d'intégration des plus fragiles dans la société. Rapidement, c'est les régions effectivement qui vont permettre, là on est proche des élections régionales qui auront lieu en juin prochain, ça doit faire partie d'un programme électoral, l'aménagement du territoire dans sa région. Je pense que la loi Chevènement avait introduit effectivement de pouvoir aux établissements publics de coopération intercommunale. Toutes les grandes villes ou grandes agglomérations sont dans une cadre d'une communauté urbaine ou communauté d'agglomération. Elles ont la compétence habitat. On ne peut pas avoir une compétence habitat sans agir sur le volet urbanisme et orienter, effectivement, avoir une politique d'aménagement et d'adaptation pour accompagner les populations et dans le cadre de l'attractivité économique de chaque territoire. C'est tout. Je crois que c'est simple et ça fait partie d'ailleurs des enjeux de la stratégie urbaine et d'urbanisme qui est aussi également codifiée. Donc un jardin, une maison, peut-être de plus en plus loin de la ville, un rééquilibrage des territoires, toutes ces tendances-là, eh bien, on va les étudier de près dans les semaines à venir et les mois à venir, puisque la crise sanitaire est loin d'être terminée. Merci à vous trois, messieurs, d'avoir nourri cette émission de vos analyses. La semaine prochaine, nous parlerons agriculture dans une grande émission Bretagne, Pays de la Loire. Les circuits courts, le numérique, quelles ont été les incidences du Covid sur l'agriculture et sur nos façons de consommer. Nous en parlerons avec des agriculteurs, des enseignants, des responsables syndicaux. Tout de suite, le journal régional présenté par Caroline Ditt. Très bonne semaine politique.